Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 28 août 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 176 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, tout d'abord, je veux revenir sur les données par rapport aux ventes au détail au Canada. Donc, c'est les données des ventes au détail pour le mois de juin. Et ça, c'est la première chose que je veux couvrir parce qu'on voit déjà un ralentissement de ce côté-là. Par la suite, je veux vous partager vraiment un paquet d'informations, de données, de statistiques pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui nous a amené à subir aujourd'hui une forte inflation et des taux d'intérêt plus élevés. En fait, j'explique un peu, je vais expliquer comment ma génération, et là évidemment, je m'inclus là-dedans, nous, on n'a jamais vécu dans l'environnement dans lequel on se dirige et qu'on est d'ailleurs déjà présentement. Bref, je vais vous parler de signes précurseurs qui nous indiquent qu'on se dirige vers une récession ou du moins une période de contraction économique. Donc, on regarde du côté des données, on a le ralentissement dans l'industrie de la vente au détail, ça c'est la première chose que je vais vous parler, le recul dans le secteur de la construction, les conséquences de tout ça sur la crise du logement, la hausse de la criminalité et du vol dans les commerces de détail. Ça, c'est un sujet qui revient souvent, etc. L'objectif, ce n'est pas de vous faire peur ou de vous créer des crises d'angoisse. L'idée, en fait, c'est plutôt de se dire que quand le contexte économique devient plus difficile, il y a des opportunités qui se présentent et évidemment, suite à ça, il y a des richesses qui se sont bâties dans le passé avec justement les dernières récessions. Et le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de vous partager les vrais chiffres, ceux qu'on peut déjà observer, et de vous dire un peu comment vous préparer à ce qui s'en vient. Et au-delà de ça, plus que se préparer, surtout comment bénéficier des opportunités extraordinaires qui vont se présenter dans les prochains mois, prochains trimestres, prochaines années. Quand est-ce exactement, je ne peux pas vous dire de date précise. Par contre, il y a quand même des indicateurs qui nous indiquent qu'on se dirige tranquillement dans cette direction-là. Donc, commençons tout de suite avec les données des ventes au détail au Canada. Donc, les ventes au détail ont officiellement augmenté de 0,1% au mois de juin. Par contre, si on va raffiner un peu plus les données, quand on enlève tout ce qui concerne l'automobile, c'est-à-dire les stations-service, les fournisseurs de carburant, les concessionnaires de véhicules, les pièces automobiles, si on enlève tout ça, il y a une baisse des ventes au détail de 0,9% au mois de juin au Canada. Et ça, évidemment, c'est sans compter le fait que la variation des ventes au détail, c'est calculé en dollars. Ça veut dire que c'est pas calculé en termes de produits, de quantité de produits. Autrement dit, ces données-là, le 0,1% d'augmentation, c'est pas ajusté avec l'inflation. Et ce que ça signifie, c'est que, étant donné que tout coûte plus cher, systématiquement, avec la hausse des prix, les chiffres des ventes au détail sont gonflés parce qu'on le calcule en dollars. Parce que disons que même si on consommait la même quantité de produits d'un mois à l'autre, juste avec l'augmentation du prix, les données des ventes au détail viendraient automatiquement à la hausse. Et c'est pour ça que si on prend les chiffres des ventes au détail et qu'on regarde en termes de volume, là c'est vraiment en termes de quantité, là à ce moment-là, en termes de nombre de produits vendus, on voit une décroissance de 0,2% en juin. Et là, tout confondu, incluant les trucs liés à l'automobile. Donc, en gros, le ralentissement de la consommation au Canada, ça vient un peu appuyer mes attentes par rapport à une contraction économique quelque part en 2024. Je vous rappelle également que d'ici la fin de 2024, ça va être l'équivalent de 33% des hypothèques qui vont être renouvelées. Et là, si on se fie au taux actuel, si les taux n'ont pas redescendu, on parle de taux hypothécaires dans les environs de 6,2% à 7%. Donc, c'est sûr que les paiements mensuels vont jumper suite au refinancement. Donc, les renouvellements hypothécaires qui s'en viennent, ça va être une des causes majeures au niveau de la ralentissement de la consommation parce que
avant d'arrêter de payer les paiements de sa maison, on va couper sur bien d'autres choses. Et parlant de maison, on peut regarder du côté de l'immobilier ou plus particulièrement le secteur de la construction résidentielle au Québec. On regarde au niveau, encore une fois, des données qu'on a. En juillet, le nombre de chantiers de construction y affichait un recul de 36% par rapport au même mois l'année passée. Donc, on parle d'un recul de 36%, évidemment, ça c'est au Québec. Et selon les dernières données de la Commission de la construction du Québec, qui est la CCQ, les investissements dans le résidentiel, ils sont en baisse de plus de 40% comparativement à 2022. Donc, visiblement, il y a un fort ralentissement du côté du secteur de la construction résidentielle. Là, on ne parle pas du commercial industriel. Et c'est sûr que ça ne va pas aider la crise du logement qui est actuellement en vigueur. Là. C'est-à-dire que les prix des loyers augmentent et ils augmentent pour deux raisons principalement. De un, les acheteurs potentiels de maisons, étant donné qu'ils ne sont pas préapprouvés pour la maison qu'ils veulent, ben, ces personnes-là se redirigent vers la location parce que justement les taux d'intérêt sont plus élevés. Fait que tu vas aller louer en attendant que ça redescende. Du moins, c'est ce que le monde se dise. Et deuxième chose, l'offre de logement, le nombre d'unités disponibles n'est pas suffisante par rapport à la demande. Il n'y a pas assez d'unités abordables pour les ménages à faible, moyen revenu. Donc, ça met une pression énorme sur le prix des logements. Et une autre chose qui met de la pression, c'est l'immigration au Québec. On cherche à amener plus de monde dans la province pour venir en fait contrer la pénurie de main-d'œuvre, mais ça crée aussi un autre effet de l'autre bord, c'est que tout ce monde-là, ben ça doit se loger quelque part. Donc, si on regarde les prévisions du gouvernement du Québec, si on regarde leur plan, on compte admettre environ 50 000 personnes immigrantes en 2023. Donc 50 000 personnes de plus. Et je vous rappelle que déjà, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, c'est un total de 90 900 personnes qui provenaient d'autres pays, en fait, qui se sont établis au Québec. Et là, c'est pas une question d'être pour ou contre l'immigration. Le point, c'est pas ça. En fait, l'observation ici, c'est que toutes ces personnes-là qui viennent immigrer au Québec, ils doivent se loger quelque part et déjà, il manque de places, des places surtout des loyers abordables. Donc, c'est sûr que à court terme, ça ne s'arrangera pas et d'ici un an, je m'attends à voir que toutes sortes d'arrangements spéciaux, là, de la colocation, peut-être deux couples à la même place, du monde qui habitent avec leurs amis, leur famille, peu importe, le père qui habite au sous-sol puis qui paye un loyer. Vivre toute seule comme célibataire dans un loyer, ça va devenir un luxe. Le prix des logements va continuer de monter. Fait que habiter toute seule, payer toutes les billes toute seule, ça va devenir très difficile. Il va falloir du monde quand même avec un revenu considérable pour se permettre de payer ça. Puis sinon, ben, comme je vous dis, le reste du monde va falloir qu'il se trouvent des arrangements spéciaux ou qui survivent en couple ou quoi que ce soit. Mais bref, la crise du logement, c'est loin d'être fini. Et une autre conséquence des difficultés financières qui commencent à se répandre, c'est l'augmentation du nombre de vols à l'étalage, donc du monde qui vole dans les magasins, et aussi du vol de marchandises à l'interne, donc de la part des employés. Et ça, c'est un thème récurrent. On a pu le voir avec les résultats financiers des gros détaillants comme Walmart, Target, Home Depot. Au fait, si on se concentre sur la province du Québec, il faut remonter en 2014 pour voir un niveau de criminalité aussi élevé. Donc, on parle en matière de crimes contre la propriété. Donc là, on exclut les homicides et compagnie. Mais les vols de véhicules à moteur, les fraudes de plus de 5 000 $, le recel, tous ces crimes-là, ils connaissent un bond spectaculaire. Et qu'est-ce qui explique ça? Entre autres, il y a plus qu'un facteur, mais le fait de ne pas être en mesure de faire ses paiements, de payer son épicerie, son logement, tout ça, de ne pas être capable de faire ça en travaillant de manière légale, en étant legit, ça peut pousser du monde à travailler au noir, vers le vol, vers la fraude, parce que maintenant, tu as besoin d'argent. Donc c'est sûr que
le niveau de criminalité qui est en hausse, ça reflète souvent des conditions financières qui deviennent un peu plus précaires. Quand le monde a plein d'argent, c'est facile de se financer, que tu reçois de l'aide gouvernementale de gauche à droite, c'est plus facile de survivre. Et là, on n'est plus dans cette période de temps-là. D'ailleurs, durant toute ma vie adulte, disons les 15 dernières années, on était dans un environnement économique très soft, dans le sens que depuis 2010, on a vécu avec un taux d'inflation annuel moyen de 2%, un taux directeur qui oscillait entre 0,5% et 1,75%. Donc, toute ma génération, on n'a pas connu de taux d'inflation élevé puis de taux d'intérêt préférentiel au-dessus de 7%. Tout ça, c'est une première. Et ça peut être difficile de s'acclimater à un nouveau contexte économique parce que si on regarde, oui, dans le passé, les taux d'intérêt ont déjà été beaucoup plus élevés. Si on regarde, en 1990, le taux directeur au Canada était à 13%. Et si on recule encore plus loin dans le temps, en 1981, le taux directeur avait atteint 20%. Donc, c'est sûr qu'en date d'aujourd'hui, on est à 5%, puis le monde panique. Mais la grosse différence, c'est que le ratio d'endettement, le niveau d'endettement, il n'était pas du tout le même dans ce temps-là. Si on regarde au niveau des données, en 1980, le niveau d'endettement des ménages canadiens, il était de 66%. Et aujourd'hui, le niveau d'endettement est de 184%. Et pour illustrer ce que ça signifie, un niveau d'endettement de 184%, ça veut dire que pour chaque dollar de revenu disponible, un ménage accumule 1,84$ de dette. Et c'est pour ça que si en 2023, le taux directeur retournerait à 20% comme en 1981, la majorité des consommateurs ne seraient même plus capables d'acquitter le paiement. Donc, il y a eu énormément d'endettement durant cette période de temps-là. Et il n'y a pas juste les consommateurs et les entreprises qui se sont endettés. Le pays aussi, il s'est enseveli sous la dette. Si on regarde la dette publique du Canada, la dette publique a plus que doublé depuis 2010. On est rendu à une dette publique qui dépasse 1300 milliards de dollars. Et petite précision là, pour voir un peu l'amplitude de cette dette-là au cours des dernières années. En 2020, la dette était de 812 milliards. Et là, avec les dépenses gouvernementales de la pandémie, la dette du Canada a grimpé de 500 milliards. Et ça, en moins de 3 ans. Là. Juste pour vous donner une comparaison, de 2010 à 2020, donc sur 10 ans, la dette du Canada a monté d'environ 200 milliards de dollars sur 10 ans. Donc, il y a une méchante différence entre une hausse de 500 milliards depuis 2020 versus 200 milliards sur une décennie au complet. Tu sais, la pandémie a coûté cher et le gouvernement a pompé de l'argent dans le système économique. Et c'est justement la création de tous ces dollars-là pour venir financer la dette publique qui a déprécié notre monnaie. Tu sais, j'ai l'impression que le monde comprenne mal l'inflation parce que, oui, les prix augmentent, mais les prix augmentent parce que la valeur de chaque dollar a diminué. Tu sais, ça prend plus de dollars pour se payer la même chose. Donc, plus il y a de l'argent en circulation, plus il y a de dollars imprimés, ben moins chaque dollar a de la valeur. Donc, pour acheter quelque chose, ça va vous prendre plus de dollars. Et c'est ça l'inflation. Et oui, il y a 2 types d'inflation. Il y a l'inflation endogène et l'inflation exogène. Donc, l'inflation exogène, c'est quand il y a une hausse des prix qui s'explique avec la hausse de la valeur du pétrole brut ou la rareté de certains produits céréaliers. Donc, grosso modo, une inflation exogène, c'est quand il y a un problème au niveau de la chaîne d'approvisionnement et normalement, ça cause une augmentation temporaire des prix, tandis qu'une inflation endogène, ça, c'est quand la hausse des prix, elle s'explique avec des dynamiques à l'intérieur du pays. Et c'est là justement que là, on parle de l'intervention du gouvernement puis de la Banque centrale. Donc, toutes les politiques monétaires et fiscales, les dépenses, le déficit budgétaire, tout ça, c'est ce qui cause
de l'inflation de type endogène. Et là, il faut comprendre quelque chose. Si on ne veut pas créer d'inflation, il faut que le gouvernement arrête de financer ses dépenses en s'endettant. Et quand je dis en s'endettant, il faut comprendre qu'il s'endette en imprimant de l'argent. Il ne l'a pas, il faut qu'il la crée quelque part. Et le gouvernement, à ce moment-là, il a deux choix. Un, il coupe sur les dépenses de façon à ce que ça arrive à peu près kiff-kiff avec les revenus qui proviennent des taxes et des impôts. Sinon, la deuxième option, c'est il faut qu'il augmente les taux d'imposition, autant pour les particuliers que les entreprises. Et à ce moment-là, tu collectes plus d'argent. Mais ça, moi, je veux pas plus ça, mais le gouvernement, de toute façon, il veut pas faire ça parce que ça diminue leurs chances de se faire réélire pour un prochain mandat. Tu veux pas être le gouvernement qui décide d'augmenter les taux d'imposition. De toute façon, personnellement, je préférais l'option 1, c'est-à-dire que je préférais que le gouvernement s'occupe seulement des infrastructures essentielles puis que tout le reste soit géré au privé, mais ça me regarde. Mais tout ça pour vous dire que vous allez voir prochainement le gouvernement essayer de renflouer ses coffres en récupérant de l'argent que les contribuables leur doivent. Et là, on peut penser à du monde qui ont des retards du côté de leurs impôts, des entreprises qui sont pas à jour avec leurs taxes ou encore une fois leurs impôts. D'ailleurs, on le voit déjà avec l'ARC, qui est l'Agence du revenu du Canada, qui a déjà envoyé plusieurs milliers d'avis à du monde qui avait reçu la PCU, mais que finalement, après vérification, ces personnes-là n'étaient pas admissibles. Et à noter que les gens qui doivent rembourser la PCU ont comme pas le choix de le faire parce que sinon, le gouvernement va le prendre directement sur le retour d'impôt ou sur leur crédit de la TPS ou directement sur leur prestation de chômage. Donc ça, c'est une des manières que le gouvernement a d'essayer justement de renflouer ses coffres. Donc c'est sûr que d'après moi, les vérifications du côté de Revenu Québec, Revenu Canada vont être regardées un peu plus serrées. Ça se peut qu'ils se mettent à courir un peu après des contribuables, autant particuliers que les entreprises, les petites PME. Bref, j'espère que c'est pas votre cas. Sinon, si on retourne du côté du contexte économique, en date d'aujourd'hui, on peut voir que le taux de chômage au Québec est à un niveau record. Il est encore très bas, c'est-à-dire qu'il est à peine 4,5%. Donc, pour beaucoup de personnes, c'est difficile de croire qu'on peut plonger dans une récession avec de la pénurie de main-d'œuvre puis un marché du travail qui est aussi résilient que ça. Par contre, s'il y a une relation qui est facile à établir en se fiant aux données du passé, c'est le lien entre l'augmentation des taux d'intérêt et l'augmentation du taux de chômage. Donc, historiquement, à chaque fois qu'il y a eu de fortes hausses du taux directeur, par exemple 1981-1990, le taux de chômage a jumpé autour de 14-15%. Donc, pour moi, c'est quand même facile d'imaginer que le taux de chômage pourrait retourner dans les environs de 8%, peut-être plus, et ce, aussi rapidement que quelque part en 2024. Donc ça aussi, il faut se préparer à ça parce que présentement, le levier est du côté des employés, c'est-à-dire il manque de staff, il manque de monde, donc on a l'impression que ça penche en faveur des employés. Encore là, il y a des bémols parce que c'est pas tous les types d'employés non plus. Dans tous les cas, face à une contraction économique, un environnement économique plus précaire, vous avez deux choix. Soit vous vous mettez la tête dans le sable puis vous espérez qu'il y ait un miracle, soit tu te prépares pour être en mesure de bénéficier du ralentissement économique. Et j'ai pas dit survivre, j'ai dit bénéficier parce que durant ces moments-là, il y a des richesses qui se créent, il y a des opportunités qui se présentent et c'est ceux qui sont prêts qui vont en profiter. Les autres, ils vont se retrouver dans toutes sortes de situations épouvantables. Ils vont devoir diminuer fortement leur rythme de vie. Il va falloir qu'ils vendent des choses qu'ils ne veulent pas vendre. Ils vont devoir faire des compromis sur leur qualité de vie. Depuis 10-15 ans, c'était facile d'aller chercher de l'argent supplémentaire. Tu pouvais avoir une marge de crédit, tu pouvais aller chercher des prêts, obtenir du financement, tout ça avec des taux d'intérêt très bas. Maintenant, tu vas y penser deux fois avant d'emprunter de l'argent pour financer un projet risqué ou pour faire un achat quelconque. Et tant qu'à moi, en ce moment,
C'est vraiment pas le temps de dépenser dans des choses qui n'offrent aucun retour sur investissement. C'est pas le temps non plus de compenser pour les voyages manqués à cause de la pandémie de 2020. C'est pas le temps de chercher à hausser son rythme de vie en se pognant une nouvelle voiture, un skidoo ou d'autres bebelles du genre. Si tu es un travailleur autonome ou un vendeur dans un secteur de consommation discrétionnaire, c'est pas impossible que ton revenu annuel il stagne ou même qu'il baisse. Ça se peut que si ça devient plus difficile économiquement, ben que tu aies plus de difficultés à trouver des nouveaux clients puis à conclure des transactions. Donc, nécessairement, ça va venir affecter ton salaire ou ton revenu. Donc, il faut anticiper ça et pas être surpris par ce qui s'en vient. Fait que c'est bien correct si la majorité du monde écoute des podcasts sur le sexe ou des podcasts humoristiques. Tu sais, c'est le sexe avant, l'humour, c'est des sujets qui rejoignent tout le monde, grosso modo. Puis tu sais, c'est drôle, ça permet de décompresser, sauf que là, en 2023, avec la crise des logements, la hausse des prix, les taux d'intérêt, je pense que ça devient pas mal critique de commencer à s'éduquer sur les bases de la finance puis de l'économie. Tu sais, si tu veux prendre de l'avance sur les autres, t'as comme pas le choix parce que, comme je vous dis, le trois quarts du monde, ils pouvaient survivre financièrement sans faire de budget, sans comprendre les taux d'intérêt, sans avoir toutes les notions financières parce que dans ce temps-là, le financement était facile. Il n'y avait pas d'inflation, il y avait toujours moyen d'étirer l'élastique. C'est juste qu'à cette heure, si t'es pas proactif puis que tu prends pas des décisions éclairées, ça se peut que, ultimement, tu te retrouves avec une montagne de dettes que tu seras jamais capable de rembourser. Ça se peut aussi que tu regrettes d'avoir dépensé tout ton cash sur toutes sortes de bebelles parce que dans ce temps-là, ta business a roulé dans le tapis ou parce que tu vendais comme un malade. Tu sais, faut comprendre que si t'es pas un joueur de hockey qui a signé un contrat qui te garantit 2 millions par année, c'est pas parce que tu as un gros revenu que tu es intouchable. Tu sais, même si tu fais 250 000 et plus par année, qui est quand même un bon revenu, tu n'es pas à l'abri de la conjoncture économique. C'est-à-dire que ton train de vie, ta capacité de rembourser tes prêts, ça dépend en grosse partie de ta capacité à générer du revenu. Si les ménages à faible revenu, puis la classe moyenne se met à couper leurs dépenses, c'est plate, mais ce monde-là, c'est souvent tes clients. C'est tous des consommateurs qui achètent des biens, des produits, des services. Fait que si ceux-là ont décidé de peser sur le frein, malheureusement, ça va affecter tes revenus à toi. Souvent, le monde reste dans leur bulle de se dire « Ah, de toute façon, moi, ça va bien, j'ai de l'argent de côté, ma business, ça roule. » Oui, elle roule parce que tout s'enlignait dans cette direction-là. On était dans une belle conjoncture économique, mais à moins que tu travailles dans un secteur style la santé, ça se peut que ta business soit pas aussi bonne que dans les 10 dernières années. Ça se peut que tout d'un coup, ça soit beaucoup plus difficile, que tes compétiteurs soient encore plus agressifs. Ça se peut qu'il y en a bien autour de toi qui commencent à péter. Donc, on n'est pas à l'abri de ça quand on est en affaires. On n'est pas à l'abri de ça, même si on est un travailleur autonome qui fait des gros revenus. Les courtiers immobiliers, les courtiers hypothécaires et compagnie, ça se peut que ces personnes-là ils soient affectés par le ralentissement économique. Bref, peu importe ton revenu, tu as toujours besoin d'un coussin financier et le montant à l'intérieur de ton fonds d'urgence, ça doit toujours être à la hauteur de tes dépenses. Si ta maison te coûte 5 000 $ par mois, ton auto t'en coûte 1 500, ton épicerie 1 200, puis tu rajoutes toutes les autres affaires que tu payes, les dépenses essentielles, si tu prends en compte toutes ces dépenses-là, puis que tu multiplies par 6 mois, je dis 6 mois parce que je prends en compte que tu es un travailleur autonome et que tes revenus sont pas aussi stables qu'un travailleur dans le domaine de la santé. Dans ce cas-là, ton coussin financier, ça nécessite peut-être autour de 50 000 $. On s'entend, tu n'es pas obligé de laisser 50 000 $ au complet dans ton compte épargne à 2%. Tu peux le placer dans un FNB liquide qui te rapporte des intérêts mensuels, comme par exemple le FNB d'Horizon à taux d'intérêt élevé, le symbole CASH, donc cash. Le point de tout ça, c'est que il faut que tu aies à ta disposition
c'est de l'argent liquide. Donc, si c'est 50 000 $ qui est investi dans les actions, clairement, si ça va assez mal qu'il faut que tu sortes cet argent-là, théoriquement, ça ne sera pas la meilleure conjoncture économique. Donc, ça se peut que le prix de tes actions ait droppé. Donc, ce ne sera pas le temps de décaisser tes placements quand tu vas en avoir besoin. Donc, c'est important d'avoir ce fameux fonds d'urgence, même si on est un ménage à revenus élevés. Et l'autre chose, c'est que présentement, les taux d'intérêt sur les prêts à taux variables, ils ont augmenté. Tout le monde le sait, tout le monde parle des prêts hypothécaires à taux variable, mais il ne faut pas oublier non plus les marges de crédit à taux variable et les prêts étudiants. Ces deux types de prêts-là, ben, ça fluctue en fonction du taux préférentiel. Ce qui fait en sorte que le monde qui a une marge de crédit personnelle, qui traîne avec un solde important, ou les étudiants qui viennent de terminer leurs études, ces personnes-là vont également subir la hausse des taux d'intérêt. C'est pas parce qu'ils ne s'en rendent pas compte que ça n'affecte pas leur santé financière. Je donne un exemple, un prêt étudiant de 15 000 $ avec un taux d'intérêt annuel de 7,7 %, sur 10 ans, t'en payes pas mal des intérêts là-dessus. Là. Encore là, dans mon temps, les taux d'intérêt sur un prêt étudiant, c'était autour de 3% ou 3,5 %. Fait que durant mes études universitaires, j'ai connu bien du monde qui avait financé leurs études avec un prêt étudiant. Mais là, en date d'aujourd'hui, si tu finis tes études en 2023, le taux d'intérêt sur un prêt étudiant que tu dois évidemment commencer à rembourser, ben, le taux d'intérêt, c'est plus que le double. Ça veut-tu dire de tout clairer tes dettes d'un coup sec? Absolument pas. T'sais, tant qu'à moi, la priorité en ce moment, c'est d'avoir du cash, de la liquidité, de l'encaisse. Ça peut être de l'argent qui est placé à 4-5 % d'intérêt. L'important, c'est que tu peux l'encaisser demain matin sans pénalité. Je veux vraiment, l'idéal, c'est que ça soit liquide. Donc, quand il y a des deals à ce moment-là, que ce soit sur la bourse, en immobilier ou juste peut-être racheter une business à rabais, si quelque chose est au tiers du prix qu'il était l'année passée, il te faut du cash à ta disposition. Et un autre volet à ça, c'est que si en ce moment tu investis, mais que de l'autre bord, tu as une tonne de dettes, des dettes à taux variable, ben pour moi, c'est pas super stratégique de chercher à investir ton cash parce que, encore là, je suis pas en train de dire de ne pas investir tant que tu n'as pas payé ton char ou ta maison au complet. Là, ça, c'est carrément absurde. Par contre, c'est sûr que je prioriserais le remboursement d'un solde d'une carte de crédit à 20% ou le remboursement d'un solde sur une marge de crédit personnelle à 12%. Je ferais ça bien avant d'investir une scène sur les marchés boursiers. C'est pas mal moins excitant de rembourser ses dettes. Il n'y a pas d'intérêt, pas de dividende là-dedans, mais c'est un peu niaiseux d'aller chercher 10% d'un bord puis de payer 20% d'intérêt de l'autre côté. À un moment donné, il faut que tu fasses tes choix puis que tu optimises tes finances personnelles. En résumé, l'épisode d'aujourd'hui, en fait, c'est de faire un petit déclic pour vous lancer dans l'apprentissage des fondements de la finance personnelle, de l'investissement puis de l'économie en général. C'est un peu ça, d'ailleurs, l'objectif du podcast. Et oui, j'offre des formations en ligne sur les finances personnelles puis l'investissement autonome, mais c'est pas tout le monde qui est rendu là. Vous avez peut-être d'autres priorités avant de commencer à investir puis faire du trading. Vous avez plein d'affaires à apprendre en ligne ou avec des livres, toute de l'information pas gratuite mais peu coûteuse. Le but là-dedans, c'est en fait d'être en mesure d'améliorer le plus rapidement possible à court terme votre situation financière en faisant des choix stratégiques, puis surtout, en fait, de connaître les possibilités qui s'offrent à vous, que ce soit comment régler vos dettes avec une proposition de consommateur, une consolidation ou une faillite. Il y a des solutions, il faut juste savoir qu'est-ce qui s'offre à vous, où vous mettre votre argent, combien d'argent épargner, c'est quoi qu'est-ce que vous avez besoin comme coussin financier, etc. Faut être conscient de ça et là, c'est pas mal le temps de faire ça. Ça devient assez critique parce que, je l'ai déjà dit, quand on monte le taux directeur, les effets sur l'économie se font ressentir 12 à 18 mois plus tard. L'augmentation des taux d'intérêt a commencé en mars 2022. Donc là, le 1 an, 18 mois, on commence. Là. Fait que théoriquement, hiver 2024,
on va comme vraiment ressentir les effets de la hausse des taux d'intérêt. Vous avez encore un peu de temps pour essayer d'améliorer votre sort financier, au moins d'éviter des erreurs qui pourraient vous coûter cher, d'essayer d'améliorer votre picture. Donc, c'est un peu ça l'idée du podcast. Des fois, je partage un peu mes anticipations, mes opinions, tout ça, mais là, je voulais vraiment partager des données. Je veux dire, c'est précis, c'est là, c'est en ce moment. Puis, avec ça, on est capable un peu de prévoir qu'est-ce qui s'en vient. Donc, je voulais vous partager ça sans vous faire paniquer, seulement se conscientiser puis se préparer en conséquence de ça. Et pour conclure l'épisode, pour tous ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps, j'aurais un énorme service à vous demander. En fait, c'est simplement d'aller laisser un avis sur la page Google de Traders 360. Que vous ayez pris une formation en ligne, une consultation privée, que vous soyez abonné à l'infolette ou juste que vous aimez le podcast, ben, tapez Traders 360 sur Google, puis laissez un commentaire dans la section avis. Juste avec une couple de reviews, le monde va savoir que Traders 360, c'est une business légitime, puis que je suis pas un arnaqueur qui vend des formations tout croche sur le trading, parce que malheureusement, dans ce domaine-là, l'investissement autonome, le courtage en ligne, le day trading, tout ça, il y a beaucoup de n'importe quoi. Donc, c'est sûr que si je suis capable d'avoir une couple d'avis qui viennent valider que je ne suis pas un tout croche, ça va aider. Donc, je vous remercie de votre support. Merci encore une fois d'écouter le podcast à chaque semaine et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.